Salut les calamars, ici Assasquid et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Squidéo, mais quelque chose de complètement différent de ce à quoi je vous ai habitué. Alors pour ceux qui me suivent sur mes autres chaînes, j'ai effectivement une chaîne gaming qui est 100% Nintendo, j'en ai une autre où je fais un peu tout et n'importe quoi, mais il y avait aussi cette chaîne où j'ai commencé par une petite parodie en fait du trailer de The Shallows, le film que l'on appelle Instinct de survie en français. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'attaquer en fait à quelque chose de différent. Comme je le disais, on va s'attaquer aux vidéos en fait que je voulais faire depuis le début. Ce sont des vidéos de plongée et pour ceux qui regardent les vidéos de jeux vidéo en général, vous allez reconnaître peut-être un peu le format. C'est une sorte de let's play. Dans tous les cas, voilà, ça va être en fait, vous allez avoir les images, donc non pas du jeu, mais de la plongée, et moi je vais commenter au fur et à mesure. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je ne vais pas spécialement focaliser sur tout ce qui est le nom des poissons et ce genre de choses, parce que pour tout vous avouer, je ne suis pas non plus un spécialiste du nom des poissons, mais je suis en train d'apprendre, et je vais vous proposer un format de Squidéo, en fait, où vous aurez plus en détail le nom des poissons, des anecdotes sur eux et ce genre de choses. Donc ça, c'est un format qui va me prendre beaucoup plus de temps à faire, mais qui viendra un peu plus tard. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'épave de Bangsak, aussi appelée l'épave de Bunsung. Alors en fait, on est en Thaïlande, on est du côté de la région de Khao Lak, pas très loin de là, donc sur la côte ouest de la Thaïlande, un peu plus au nord de Phuket et bien entendu plus au sud de Bangkok. L'épave de Bangsak, nommée de la sorte car elle se situe à 5 km en mer du village et de la plage de Bangsak, est aujourd'hui tout ce qu'il reste d'un vieux bateau minier qui a coulé en 1984. Il appartenait à la Bunsung Tin Mining Company qui opérait dans le commerce de l'étain alors très populaire. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà pas mal de poissons qui nous entourent. Donc le bateau opérait le long de la côte Andaman, voilà, j'ai toujours du mal avec ce nom, Andaman, en plein boom minier. Donc le boom de l'étain en Thaïlande s'est d'ailleurs terminé pendant la dernière décennie. Le bateau et son équipage ont coulé lors de circonstances inconnues, c'est ce que me racontait mon guide. L'épave repose aujourd'hui par 18 mètres de fond et doit son état actuel à 3 facteurs. Bon, bien entendu, il y a le passage du temps, parce que sous l'eau, la nature reprend vite ses droits et s'empresse de tenter d'effacer un peu toutes les traces de notre passage. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé sur l'épave, et là, mon guide me demande si tout va bien, parce que c'est la première fois que je plonge avec lui, donc forcément, dès le début, il faut se mettre en confiance. C'est toujours assez impressionnant quand on descend et qu'on voit l'épave apparaître devant nous. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'elle sort de nulle part, elle sort du grand bleu et c'est toujours vraiment impressionnant. La première fois que vous plongez et que vous voyez pas le fond, ça fait relativement peur quand même de pas voir le fond et de se dire mince, où je vais? On se croirait pas vraiment dans l'espace parce qu'on a quand même nos repères, mais ça peut être impressionnant. Et comme vous le voyez, il y a vraiment une abondance de vie qui est assez exceptionnelle. Donc le deuxième facteur, c'est tout simplement la marine thaïlandaise. Ben, ça peut paraître plus surprenant, mais il faut savoir que de par sa taille et la profondeur assez faible à laquelle le bateau reposait, il représentait un danger pour tout navire opérant dans la zone. L'armée est donc venue bombarder pour en effondrer le pont principal. Donc l'opération fut un succès après plusieurs tirs plus ou moins réussis. Visiblement, ils ont un peu tiré à travers les cabines, selon ce que me disait mon guide. Ils ont un peu fait n'importe quoi, mais ils ont fini par pouvoir effondrer le pont et le couler. Donc la hauteur de l'épave a été réduite. Parce que du coup, effectivement, il aurait été un danger pour les navires de pêche qui pouvaient passer au-dessus et qui pouvaient justement se prendre quelques débris et malheureusement couler à leur tour. Le troisième et dernier facteur, c'est le tsunami qui a dévasté la région en 2004 et brisé l'épave en 3 parties. Je pense, si je me souviens bien de ce que me disait mon guide, l'épave était à l'origine en plus ou moins un seul morceau en fait. Même après le passage de l'armée, elle était plus ou moins entière. Et le tsunami s'est chargé de réduire l'épave en plusieurs plus petits morceaux. Allez, assez d'histoire. On va dire que ce lieu aujourd'hui, c'est l'endroit idéal pour voir une abondance de vie incroyable. Alors là, vous pouvez vous en rendre compte. Il y a des bancs de poissons tout simplement immenses tout autour de nous. Des poissons de bonne taille aussi, hein, mais vraiment, c'est le nombre de ces poissons qui est impressionnant.
Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, bien entendu, on va toujours faire des petits liens avec ça. Ça peut vous rappeler des jeux comme Abzu, hein, tout simplement, où on voit de sacrés bancs de poissons. Bon, les couleurs sont pas les mêmes. On reste en plongée, donc les couleurs telles que le rouge sont les premières à disparaître. Donc tout ce qu'il nous reste, pour le moment, c'est du bleu, du vert et plus ou moins du jaune. Et la caméra est assez fidèle par rapport à ce que moi je voyais sous l'eau. C'est un peu plus bleu, je voyais un peu plus de couleurs, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est une GoPro 5. Donc la GoPro 5 restitue assez bien les couleurs que l'on aperçoit. Et j'ai pris le parti en fait de pas trop corriger mes couleurs, de pas trop ajouter de filtres. Là, pour le moment, je ne sais pas encore si je vais en ajouter du tout, en fait, parce que j'aimerais vous retranscrire l'expérience telle qu'elle est. Et pas juste faire des vidéos comme vous en avez l'habitude, où tout paraît magnifique tel qu'on le verrait à la surface. Parce que c'est un peu vous mentir, dans le sens où c'est pas vraiment l'ambiance qu'on a sous l'eau. Nous, l'ambiance qu'on a sous l'eau, c'est ce bleu un peu fantomatique et qui rend le décor vraiment complètement différent. Donc je voulais essayer de retranscrire cette ambiance. Et pareil, je voulais vous montrer un peu une plongée de A jusqu'à Z. Ah, on aperçoit une petite murène qui essaye de se planquer dans ce pneu. Donc voilà, vous remontrez l'ambiance de A jusqu'à Z en fait, le déroulé d'une plongée. Et pas juste certains passages où on voit un poisson extraordinaire, on voit un requin ou ce genre de choses, parce que j'adore regarder ces vidéos-là, mais je trouve ça un peu dommage de limiter la plongée à seulement ça. Parce que la plongée, c'est aussi profiter des environnements, c'est profiter de l'ambiance. C'est un monde totalement différent qu'on pouvait appeler le monde du silence, même si vous vous rendez bien compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Déjà, on entend notre propre bouteille, notre propre respiration, mais on entend aussi les crépitements du corail pendant que les poissons sont en train de grignoter à droite à gauche. Donc on entend beaucoup de choses. Et je voulais retranscrire toute cette ambiance. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas encore beaucoup sur YouTube, entre autres. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de tenter de vous partager ces expériences, en fait, tout simplement. Alors, on peut apercevoir dans cette épave, en fait, moi, j'en ai pas spécialement vu. Enfin, j'ai pas vu tout ce que je vais citer juste après. Mais on peut voir des hippocampes, on peut voir des platax. C'est des poissons que les Anglais appellent des batfish. Il y a aussi une immense famille de poissons globes, qu'on appelle aussi poissons ballons, ou encore les fugu. Donc fugu, bien entendu, connu pour la toxine qu'il renferme, mais aussi parce que c'est un mets très apprécié des Japonais. Donc on va aussi voir pas mal de crustacés en tout genre. Il y a de larges bancs de barracuda, et effectivement ça, on en a vu. Et plus rarement des requins léopards, voire même des requins baleines. Alors malheureusement, désolé, je vais vous spoiler le reste de la squidéo, mais on n'a vu ni requin léopard, j'aurais beaucoup aimé, ni requin baleine, j'aurais encore plus aimé. Alors là, je me souviens plus exactement ce qu'il me montre. Très probablement un crustacé. Mais est-ce qu'on va le voir? Est-ce que je me suis assez rapproché pour qu'on le voit? Je suis pas très sûr, en fait. J'ai pas très bien vu ce qu'il essayait de nous montrer. Alors, dans tous les cas, il essaye de nous montrer autre chose. Peut-être un énorme poisson. Peut-être un banc de barracuda. Mais là, pour le moment, ça ne ressort pas sur la vidéo, donc je le vois pas vraiment. Dans tous les cas, voilà. On peut voir plutôt pas mal de choses dans cet endroit. Et dans tous les cas, pour moi, ce qui est vraiment magnifique, c'est cette ambiance qui est exceptionnelle et saisissante. Quand on arrive dans ce bouillon de vie, en fait, la première fois, c'est vraiment incroyable. On en oublierait presque, effectivement, on est sur les restes de quelque chose d'humain. On est aussi sur les restes d'une tragédie, parce que mine de rien, le bateau a coulé avec tout son équipage, donc bien malheureusement, il y a eu des morts. Il faut aussi savoir que une des personnes que mon guide a formée, justement, son frère est décédé lors de cette tragédie, en fait, quand le bateau a coulé, et il a insisté pour devenir plongeur, peut-être pour aller voir les lieux de l'épave, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on vient de voir ce qu'on appelle aussi une rascasse volante. Elles ont plusieurs noms, bien entendu. Poisson sur lequel il vaut mieux pas trop essayer de mettre la main. Mais de toute façon, généralement en plongée, vous essayez de mettre les mains nulle part. Hein, là, parce que vous le voyez bien, il y a des bénitiers. Bon, le bénitier, c'est pas vraiment dangereux, hein, mais vous voulez peut-être pas les déranger en posant votre main dessus. Vous avez pu voir des oursins, vous avez pu voir des rascasses.
Ce que vous n'avez pas encore vu et ce que certains ne voient pas pendant très longtemps, c'est tout ce qui va être poisson-pierre, poisson-scorpion, qui ont ce camouflage qui fait qu'ils se mêlent très bien au corail et qu'on ne les voit pas. Donc, dans tous les cas, quand vous posez la main au sol, il n'est pas dit qu'il n'y avait pas un poisson-pierre ou un poisson-scorpion qui était là juste avant. Hein. Donc, en fait, ce qui peut se passer, c'est que vous avez peut-être pu poser la main là où il y avait un poisson, mais le poisson n'est pas idiot non plus. Il n'a pas spécialement envie de vous attaquer, parce qu'il faut savoir que ce sont des poissons venimeux et quand même relativement dangereux. Quand on est en plongée et qu'on se fait piquer ou attaquer par quelque chose, il faut avoir le temps de remonter à la surface, remonter sur le bateau, récupérer tout le monde et ensuite pouvoir faire quelque chose. Donc, le mieux en plongée, même s'il n'y a pas de danger immédiat la plupart du temps, c'est la prudence. Comme je disais, on ne met pas ses mains partout. Mais voilà, donc effectivement, si vous avez posé le pied à un endroit et qu'il y avait peut-être un poisson-pierre juste avant, il a pu bouger, hein, il n'a pas spécialement envie de se faire piétiner non plus. Les poissons ne sont pas idiots et pas particulièrement agressifs. La plupart du temps, effectivement, ils sont bien trouillards. Comme vous avez pu le voir avec la murène au début, qui a décidé d'aller se planquer. Et là encore, cette abondance de vie. Et je suis désolé pour la qualité de l'image, hein, ça reste une GoPro, donc la balance des blancs, la saturation et tout ça... Elle en prend un coup quand on filme en direction de la surface et qu'on voit justement la lumière du soleil. Mais ça donne un petit effet assez spécial puisqu'on voit des ombres de poissons apparaître et disparaître. Comme s'ils n'étaient pas là, alors qu'en fait ils sont bel et bien là. Hein. Ils sont dans la lumière, mais donc du coup la caméra ne les filme pas tant qu'ils ne bougent pas suffisamment. Toujours cette ambiance vraiment fantomatique, à la fois fantomatique et à la fois pleine de vie, mais je dirais que quand les poissons sont calmes comme ça et qu'on a des mouvements lents, ça renforce cette ambiance fantomatique. Et c'est toujours quelque chose de vraiment impressionnant. Ce que j'aime bien aussi avec la plongée, c'est que ça réunit des gens de tous les horizons. Alors on était là, entre autres, en Thaïlande, mais mon guide venait lui-même du Royaume-Uni, sachant que moi aussi, et donc que Nebula Tales, nous sommes au Royaume-Uni, tout simplement. Nous sommes à Londres, plus précisément. Et voilà, se retrouver comme ça à l'autre bout du monde avec des gens qui viennent peut-être du même endroit que nous, qui ont vraiment des histoires... très différentes et qui travaillent dans des domaines aussi très différents. Je trouve ça génial de pouvoir partager justement une passion avec ces gens-là. Alors oui, bien entendu, de temps en temps, je vais me taire, je ne dirai pas grand-chose pour vous laisser profiter de l'ambiance, pour vous laisser profiter des sons auxquels on n'a pas vraiment l'habitude en surface et qu'on s'imagine pas forcément en fait. On s'imagine pas forcément que ça se passe comme ça sous l'eau, qu'on entend toutes ces choses, mais effectivement les sons sont portés bien plus loin. Et c'est d'ailleurs le son des bulles, le son de notre respiration qui peut effrayer pas mal des animaux marins en fait, dont les requins. Ça peut paraître assez surprenant, mais les requins, ils nous voient, ils voient un nuage de bulles qui remonte à la surface, ils entendent des sons qu'ils ne connaissent pas. Donc les plus curieux vont se rapprocher, et là vous voyez un petit nuage avec des poissons ballons. Poisson ballon, comme il disait dans Sonic All-Star Racing. Moi, j'avais la version Wii U qui était vraiment sympa. Et ça m'est rentré dans la tête avec cette voix typiquement arcade. Bref, je digresse. Donc oui, voilà, les requins vont pas spécialement, à part les plus curieux... oula, on a esquivé quelques petits coups de palme. Donc à part les plus curieux, ils vont pas spécialement essayer de se rapprocher, ou même ils vont nous fuir. Parce qu'on est assez gros comme poisson pour eux, et puis surtout, on est vraiment très étrange. Ils n'ont pas l'habitude de nous voir... Donc en plongée, en général, on n'est pas vraiment embêté par les requins. Après, c'est pas valable pour toutes les espèces, et c'est pas valable pour tous les individus de requins, bien entendu, parce que chaque individu de requin peut être assez unique avec son propre comportement. Ah, une ancre. Ouais, on voit effectivement que certaines choses ont été un peu éparpillées avec
avec tout ce qui est arrivé à cette épave. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de fonds marins. Et là où se trouve l'épave, c'est du fond sableux. Hein. Du coup, autour de là, c'est des kilomètres et des kilomètres de sable sans récif, sans rien de particulier. Et c'est toujours impressionnant de voir que du coup, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on coule une épave sur ce genre de fond, très vite la nature va reprendre ses droits, mettre du corail partout. Alors là, il me demandait de lui montrer mon manomètre, donc le manomètre qui indique la quantité d'oxygène qu'il me reste. Donc oui, voilà, en fait, dès qu'on coule une épave, on voit que le corail va pousser dessus en quoi? Même pas 5 à 10 ans, hein, très rapidement. Là, cette épave n'est pas si vieille que ça, mais elle est déjà dans un état... tout est recouvert, en fait, par le corail et par la vie marine. Bon, là, on voit encore quelques filets. Et donc, ça crée un spot de vie au milieu d'un désert de sable. Et c'est vachement incroyable de voir ça, du coup, parce que vous voyez tous ces poissons qui se réunissent à cet endroit. Petite parenthèse aussi pour les fans de jeux vidéo, encore une fois, désolé. Le concept des autres Squideo basés sur les mêmes images, et les images que vous voyez là, s'apparente un peu à une expérience, enfin, c'est ce qui m'a inspiré, à une expérience comme Metroid Prime. En fait, vous êtes en vue à la première personne, vous évoluez dans des décors un peu aliens, même si là on est toujours sur Terre, mais c'est des décors auxquels vous n'avez pas spécialement l'habitude. Donc on évolue dans des décors assez sympas et on va découvrir des espèces. Donc ça rappellera en fait le scanner des espèces et des objets en tout genre qu'il y avait dans le Metroid Prime premier du nom sur GameCube. Donc c'est un peu l'idée que j'ai pour les autres concepts de Squideo, où vous retrouverez le nom des poissons que l'on voit à l'écran, quelques anecdotes dessus, et peut-être d'autres choses au fur et à mesure que le concept va évoluer tout simplement. Parce qu'on veut proposer plusieurs concepts sur cette chaîne. Bien entendu, là, c'est moi qui vous présente donc Assassin's Squid, mais je travaille aussi avec le reste de l'équipe de Nebula Tales, qui est une petite équipe pour le moment. Nous ne sommes que 3, dont 2 plongeurs. Donc, moi-même, qui suis designer... On va dire designer pour faire simple, qui suis designer et qui essaye de me mettre un peu au développement du jeu vidéo. On va avoir une autre designer qui, elle, vient d'un milieu d'illustration et aussi création de jeux vidéo avec des médias aussi plus traditionnels. Et enfin, un développeur. Et comme vous pouvez le voir, on va essayer de vous proposer divers types de contenus. Et peut-être par la suite, à l'avenir, peut-être qu'on arrivera à vous proposer tout simplement nos propres jeux. C'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. On verra comment ça évolue. Dans tous les cas, pour le moment, ce qu'on vous propose, c'est la chaîne Assassin's Squid qui se consacre aux jeux Nintendo. On vous propose aussi la chaîne Assassin's Gaming Lounge qui se consacre à tout type de jeux, en fait, tout type de jeux qu'on aurait envie de vous partager. On a la chaîne du studio Nebula Tales. Pour le moment, il n'y a pas énormément de vidéos dessus, mais on prévoit de sortir quelques concepts aussi là-dessus. Et enfin, il y a Scub for Squid qui, elle, se consacre à tout ce qui est en rapport avec l'océan et la plongée, sur laquelle on va vous proposer aussi plusieurs types de vidéos. On a plusieurs concepts en tête et ça viendra au fur et à mesure. Dans tous les cas, encore une fois, hein, pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à donner des idées, à nous donner vos suggestions en fait dans les commentaires, hein, ils sont là pour ça, c'est pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de ce que vous voyez, ce que vous aimeriez voir, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, c'est là pour ça et nous on prendra un plaisir de les lire et d'améliorer en fait le contenu qu'on vous propose en fonction de ce qui a été dit. Là encore, on profite de cette ambiance tout droit venue d'un autre monde. Comme quoi, effectivement, c'est assez vrai. On a plus exploré la surface de la Lune que réellement la surface de nos océans.
Parfois, on dit qu'on en sait même plus sur ce qu'il y a dans l'espace plutôt que sur ce qui se trouve tout au fond de nos océans. On peut pas aller vraiment tout au fond et vraiment évoluer et analyser tout ce qui s'y trouve. Donc il y a encore pas mal de choses à découvrir. Bon, là, on n'est qu'à 18 mètres de fond, donc il n'y a pas non plus de grosses surprises qui nous attendent, bien entendu. Mais les paysages sont assez exceptionnels. Alors, au fur et à mesure aussi que je sortirai des Squidéos, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas commencé par les toutes premières. Squidéos que j'ai tourné quand j'étais en Thaïlande, en fait. Les premières Squidéos que j'avais ont été tournées à Phi Phi Island. Je crois qu'on dit Phi Phi Island, tout simplement. Donc voilà, mais j'ai pas choisi de commencer par ces vidéos-là parce qu'elles bougeaient beaucoup plus. J'étais pas encore habitué à filmer sous l'eau. Et donc les mouvements de caméra sont assez désastreux et assez rapides. Je vous les montrerai quand même parce qu'il y avait des choses intéressantes. Dans tous les cas, j'ai aussi d'autres vidéos dans lesquelles j'ai un peu plus... Là, vous voyez, par exemple, un oursin. Ouais, dans lesquelles j'ai un peu plus appris à mieux me stabiliser, à faire des mouvements de caméra plus lents, à passer d'un endroit à un autre plus lentement. Parce que c'est vraiment très difficile. Il n'y a rien pour vous stabiliser sous l'eau. Moi, personnellement, enfin, j'avais juste, comment dire, un manche à peu près normal pour tenir ma caméra. Hein. J'avais pas spécialement tous les équipements qui permettent de stabiliser, des équipements qui ont 2 poignées et qui sont vachement plus pratiques pour faire des mouvements plus lents. Non, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était avec un matos relativement limité. Donc du coup, ça peut se ressentir en effet. Mais par exemple, vous n'avez pas tout ce qui est Steadicam sous l'eau, tous ces stabilisateurs-là. Ben, ça ne marche pas tout simplement, donc on n'en a pas. Et vous voyez toujours cet effet fantomatique dû à la lumière et en fait à la qualité de l'image. Quand on lève la tête, on voit rien et le fait de bouger la caméra fait apparaître les poissons qui se dissimulaient dans la lumière. C'est un effet, ça rend assez sympa. Et vous voyez aussi que la lumière, du coup, le jeu de lumière et d'ombre les fait disparaître aussi en fonction du mouvement que l'on fait. Effectivement, je trouve un peu dommage que ce soit aussi saturé et que les couleurs soient un peu différentes. Peut-être que j'essaierai de proposer une version aussi des images retouchées avec quelques filtres, mais en tout cas pas pour très certainement pas pour ce qu'on va appeler les let's play plongées commentées. Un petit fougou, poisson ballon. J'ai pas vu s'il avait des pics celui-là. Parce que les Anglais l'appellent aussi porcupine fish, donc le poisson porc-épic. Ou alors aussi le pufferfish parce que, comme nous en fait, le poisson... Pas vraiment poisson ballon, mais le poisson qui se gonfle, quoi. Et on est toujours accompagné d'une abondance de vie extraordinaire. De temps en temps, vous verrez qu'il y a quelque chose que j'adore faire, c'est me tourner vers le grand bleu. Donc, regardez... loin de l'épave en fait, plus vers le côté désertique et sauvage, parce que ça reste de la plongée, hein. L'océan est grand et les chances de voir quelque chose passer à cet endroit-là sont assez minces, mais on sait jamais, et ça pourrait effectivement être super impressionnant de voir passer au loin l'ombre de quelque chose. Je sais pas, par exemple, disons un requin-baleine, ce serait le meilleur des cas, donc imaginez-vous voir passer l'ombre d'un requin-baleine, d'une baleine ou peu importe où vous plongez, mais voir passer cette ombre au loin, ça pourrait vraiment être somptueux et avoir une ambiance exceptionnelle, tout simplement. Un petit poisson ballon qui se promène là-haut. Et comme vous voyez, il y en a vraiment plein. Hein. C'est rare d'en voir autant, personnellement. J'en avais jamais vu autant au même endroit. Et là, vraiment, ils sont pas inquiétés. Il n'y a personne qui vient les embêter. Donc, ils sont tous là. Bon, je dis, il n'y a personne qui vient les embêter. Si, il y a quand même les plongeurs, comme nous, qui pouvons les effrayer un peu. Mais comme vous le voyez, on touche à rien. On s'amuse pas à nager après les poissons. On s'amuse pas à faire gonfler les poissons ballons, justement, parce que ça peut être très drôle, hein, mais surtout... Ah, là, on en a un autre. Je crois qu'il a des pics, celui-là.
Surtout, ça les met en danger parce que du coup, une fois qu'ils sont gonflés, c'est bien pour eux, mais ils commencent à remonter vers la surface et ils sont dans une position où ils peuvent pas se défendre non plus. Donc, c'est plus un stress immense qu'on n'a pas forcément envie d'imposer à des poissons. Donc, la plongée, c'est aussi le respect. Vous touchez à rien à la fois par danger parce qu'on ne sait pas sur quoi on va mettre la main. Il y a des coquillages venimeux, il y a plein de choses. Mais surtout aussi parce que vous voulez pas prendre le risque d'arracher un corail. Un tout petit bout de corail, ça peut avoir pris des dizaines et des dizaines d'années à se construire. Un récif de corail où vous avez pas mal de corail, justement, ça peut avoir pris des centaines ou des milliers d'années à se construire. Et en arrivant et en s'agrippant et en cassant une branche, par exemple, vous réduisez à néant des dizaines, voire des centaines d'années de travail que vous réduisez en quelques secondes et c'est vraiment dommage. Ces gros poissons là, ils évoluaient tout le temps au niveau de la corde qui nous permet justement de remonter et de savoir où est le bateau au-dessus de notre tête justement. Ils étaient tout le temps là. Et bien entendu, on n'oublie pas qu'on est sur les restes donc, d'un ancien bateau minier. J'aurais bien aimé avoir une image de ce à quoi il ressemblait avant d'avoir coulé, mais j'en ai pas spécialement trouvé. Mais pour avoir une idée de ce à quoi il ressemblait vraiment, parce que là c'est assez difficile de savoir ce que l'on regarde en fait. C'est assez difficile de s'imaginer la forme qu'il pouvait avoir. Alors ce jour-là, comme vous pouvez le voir, on n'était que 2. Ce qui est assez rare, hein, me disait mon guide justement. Et l'autre truc, c'est qu'on était le seul bateau sur place et aussi donc le seul club de plongée. On était vraiment que tous les 2. Et il me disait, très bien, comme je disais, sous l'eau, il ne faut pas toucher à droite à gauche et il ne faut pas toucher l'objectif de sa caméra, sinon malheureusement, l'image est moins bonne et on voit des choses bien moins intéressantes. Bref, donc voilà, d'habitude, il y a pas mal de monde qui plonge au même endroit, on croise pas mal de groupes de plongée. Mais pas cette fois-là, on a vraiment eu la chance d'être tout seul, et donc du coup, d'ailleurs, on a fait une seconde plongée sur le site. On aurait aimé en faire une troisième, hein, comme il me disait. Alors là, ce que vous avez vu, c'était mon ordinateur de plongée, qui va m'afficher tout ce qui est la durée de la plongée, la profondeur de la plongée, combien de temps je peux encore rester à cette profondeur-là. Et généralement, il n'y a pas trop de problème dans la zone des 0 à 20 mètres. On peut rester quand même assez longtemps. Donc oui, d'habitude, il y a pas mal de monde sur ce site. Et le truc aussi, là, c'est qu'il me disait qu'on s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo. Moi, je voyais un peu plus loin, mais la visibilité est bonne. Parce qu'après tout, quand même, il y a pas mal de sable qui remue. On pourrait s'imaginer que ça pourrait être bien plus clair, en fait. Mais c'est pas souvent le cas sous l'eau. Hein. Une eau cristal, une eau de complètement limpide comme du cristal ou ce genre de choses. J'en ai pas eu souvent, on va dire. Après, j'ai appris à plonger à La Réunion. Et à La Réunion, il y a énormément de courants. C'est des plongées vraiment plus sportives que contemplatives. Même s'il y a vraiment des choses sympas à voir. Voilà, des eaux vraiment claires, on en verra un peu plus tard dans d'autres squidéos où vous verrez un peu plus loin. J'ai déjà vu effectivement beaucoup plus clair que ça en plongeant en Polynésie française. Mais dans tous les cas, la visibilité était vraiment bonne. Hein. J'ai aussi eu bien pire des plongées où en fait vous tendiez le bras et vous ne voyez plus votre main, quoi, parce que tellement le sable remuait, tellement il y avait de courant et on en a eu aussi. On en a eu, je pense que j'en mettrai sur la chaîne. On a eu une plongée qui s'est passée relativement vite, un peu plus tard pendant notre séjour, parce que le courant était tellement fort qu'on n'arrivait pas à nager en fait. On était en train de s'essouffler, on n'arrivait pas à nager. On en a vu qui s'agrippaient au rocher pour essayer d'avancer comme Spider-Man en fait et de regagner le point où il pourrait remonter à la surface en se tenant à une corde ou quelque chose comme ça. Mais là, la visibilité est plutôt bonne. On voit effectivement qu'il y a de la vie au niveau du sable aussi. Et il y en a bien plus qu'on ne soupçonne. Hein. J'ai pu faire des plans en fait sur des crevettes ou ce genre de choses qui vivent dans le sable un peu plus tard pendant ce séjour-là. Mais au début, je ne savais pas vraiment trop quoi observer, trop quoi regarder.
Donc on peut pas bien se rendre compte que même dans le sable, il peut y avoir une abondance de vie assez exceptionnelle. Donc comme je disais, l'ordinateur de plongée va nous montrer en fait le temps que l'on peut rester à une certaine profondeur. Et ça vient du fait que effectivement en plongée, on peut pas rester autant de temps qu'on veut. On peut même pas, disons, viser n'importe quelle profondeur et se dire je vais rester 50 minutes à 100 mètres de profondeur. Non, généralement, plus vous restez dans les eaux les moins profondes, plus vous pouvez plonger longtemps. Parce qu'il faut savoir que plus vous allez profond, plus votre air en fait est compressé et plus vous en consommez en fait. La bouffée d'oxygène en fait que vous prenez à 20 mètres, pour la même respiration, elle va être beaucoup plus importante en fait à 30, 40 mètres ou même plus loin. Donc du coup, plus vous descendez, moins de temps vous pourrez rester en fait. L'autre truc à savoir aussi, c'est que plus vous descendez, plus il faudra du temps pour remonter. Alors pourquoi ça? En fait, c'est tout simple, c'est que quand on respire en plongée, on respire de l'azote. Entre autres, bien entendu, il y en a aussi dans l'air que l'on respire à la surface. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pressions sont différentes. Donc, quelque chose que vous allez respirer à 20 mètres de fond, disons que si on pouvait garder une bulle avec nous, ce qui se passe quand vous nous voyez respirer, quand vous voyez les bulles remonter à la surface, vous voyez des toutes petites bulles sortir de ce qu'on appelle notre détendeur, donc le truc qu'on a dans la bouche pour pouvoir respirer. Vous voyez des toutes petites bulles. Et plus elles se rapprochent de la surface, plus elles gonflent. Pourquoi? Parce que la pression est différente, donc l'air va se dilater en remontant. Et bien imaginez-vous que quand vous respirez, vos poumons font la même chose. Donc si vous avez respiré à 20 mètres, que vous bloquez votre respiration et que vous remontez à la surface, vos poumons vont se dilater aussi. Donc du coup, ils vont occuper plus d'espace. Et plus ils occupent d'espace, plus vous allez remonter vite. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, si je ne me trompe pas. Mais c'est des concepts qu'on pourra revoir un peu plus tard dans d'autres types de squidéo. Et en fait, dans votre sang, vous avez des bulles d'azote. Et ces bulles d'azote, le problème, c'est que elles aussi, elles vont se dilater. Donc si vous ne les éliminez pas, si vous remontez comme un ballon, comme un bouchon, comme tout ce que vous voulez, si vous foncez à la surface, eh bien, elles vont gonfler elles aussi. Elles pourront poser effectivement des problèmes. Donc il faut prendre le temps de remonter lentement pour pouvoir éliminer tout ce qui va être ces bulles d'azote et d'oxygène. Ah, il me montre quelque chose. Une fois encore, on ne voit pas très bien ce qu'il me montre. Ah si, je crois qu'on voit apparaître un banc. Et c'est pas un banc de n'importe quoi. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu revoir en fait. C'est assez impressionnant. C'est un banc de barracuda. Mais là, c'est des petits. Hein. C'est des petits barracudas. Je vous rassure, ils sont pas dangereux, mais les adultes ont une tête bien plus effrayante que les petits barracudas. Mais c'est déjà très impressionnant de voir toutes ces petites flèches d'argent en fait évoluer en bancs par centaines. C'est vraiment très impressionnant. Et j'étais vraiment très content parce que j'adore voir des bancs de barracuda. Bien entendu, il y a toujours quelques poissons qui s'adonnent à la chasse. C'est la dure loi de la nature. Donc effectivement, de temps en temps, vous voyez des petits mouvements. Et les reflets justement des barracudas. D'autres poissons ballons qui sont assez énormes. J'en avais rarement vu des aussi gros auparavant. Mais là, comme ils sont vraiment tranquilles sur cette épave, et puis surtout, comme les pêcheurs thaïlandais ne s'y intéressent pas au fugu, justement à cause de sa toxine, eh ben, ils peuvent se développer, ils sont beaucoup plus gros. Il y en a de tous les motifs, comme vous voyez là, hein, il y en avait un tacheté plus dans les couleurs sombres. Partout sur l'épave, vous pouvez voir qu'il y a des bénitiers. Et encore une fois, on est entouré par une abondance de vie. Et c'est toujours assez impressionnant. Donc voilà, comme je le disais un peu auparavant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, une plongée de 50 minutes avec du matériel normal, donc bouteille classique et tout ce matériel classique, c'est considéré comme une longue plongée. Ça, c'est magnifique aussi de pouvoir
nager à travers un banc de poissons. Ils s'écartent au fur et à mesure, mais ils prennent bien le temps de passer devant la caméra. Donc voilà, en général, mes plongées font entre 40 et 50 minutes. Il y a plus court en fonction aussi de vos conditions physiques, hein. Si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, si vous avez froid, vous respirez plus vite et donc vous resterez moins longtemps. Ça paraît évident, bien entendu. Ça aussi, j'adore quand on les voit filer devant la caméra à toute vitesse. Ces petits mouvements... Mouvement de panique peut-être, hein, effectivement, parce qu'ils ont dû soit vouloir manger quelque chose, comme on... Non, j'allais dire peut-être qu'on les voit manger là, mais non. Soit quelque chose, essayer de les manger. Au début, quand j'ai commencé mes premières plongées, j'avais justement peur de voir un banc de poissons filer à toute vitesse, parce que je me suis dit, attendez, s'il s'enfuit, pourquoi il s'enfuit tout simplement? Est-ce qu'il n'y a pas un requin qui va surgir à travers le banc de poissons, me foncer dessus, et là, je vais plus savoir où me mettre? Bah, en général... Ça arrive pas, bien entendu, ça arrive dans la nature, hein. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'observer... J'ai observé des requins, pas spécialement des requins dangereux, par contre, mais j'ai pu observer pas mal de requins, principalement en Polynésie française. On en a aperçu 2 passer au loin en Thaïlande. Mais sinon, oui, effectivement, je les ai toujours vus... Comme c'était des espèces pas vraiment dangereuses, je les ai plutôt toujours vus calmes ou pas vraiment en train de chasser. Donc c'est pas la même chose que de se dire il y a un requin et je suis apnéiste ou je suis en train de nager à la surface. En plongée, c'est vraiment une dynamique différente parce qu'on voit les choses. Et de ma propre expérience et pour moi, c'est beaucoup moins effrayant et plus relaxant. Je préfère être sous l'eau à voir tout ce qui se passe plutôt qu'à la surface et à me demander ce qui vient de me frôler les pieds, par exemple. Et en situation actuelle, comme je vous l'ai dit, j'ai appris à plonger à La Réunion. Actuellement, à La Réunion, on entend souvent parler d'attaques de requins, donc qui malheureusement souvent se terminent vraiment mal. Mais en 2 ans de plongée à La Réunion, franchement, moi j'en ai vu aucun. C'est-à-dire que c'est simple, on a essayé d'en voir, hein. Moi je voulais vraiment beaucoup en voir. Ce qu'il y a à La Réunion, c'est du requin tigre, il y a du requin bulldog, il doit y avoir des requins plus de récifs aussi. J'aurais été très intéressé pour en voir en fait, mais j'en ai jamais vu, même si on a déjà eu quelqu'un qui s'est blessé sous l'eau en se coupant, ou quelqu'un qui s'est fait mordre par une murène, parce qu'elles sont pas spécialement dangereuses, mais je peux vous dire qu'elles ont de sacrées dents et qu'il vaut mieux pas laisser traîner ses doigts devant la tête d'une murène, ni l'embêter tout simplement, parce que comme elles ont peur, elles vont attaquer pour se défendre, un peu comme les serpents tout simplement. Donc voilà, nous il y avait du sang, le mythe du sang qui attire les requins, c'est pas aussi facile que ça, entre guillemets. Déjà, le sang humain les intéresse pas spécialement. C'est plus la graisse qui est contenue dedans et c'est plus la graisse contenue dans le sang des poissons qui va les intéresser. Ah. Alors oui, à chaque fois, on a des petits signes sous l'eau pour décrire ce que l'on voit. Le problème, c'est qu'il faut les connaître et que quand on s'est pas mis d'accord avant sur quel signe veut dire quoi, eh ben, on sait pas trop. Bon, là, c'était un coquillage, entre autres. Qu'on voyait pas très bien parce qu'il est recouvert donc d'algues et de corail. Donc oui, voilà, comme je disais, 2 ans de plongée à La Réunion et j'ai jamais vu un requin. Par contre, effectivement, avec tout ce qui se passe, même si la plupart du temps ce sont les surfeurs qui se font attaquer, on n'est pas à l'abri en tant que juste touriste, nageur ou peu importe. On n'est pas à l'abri de se faire attaquer, effectivement, dans certaines conditions de mauvaise visibilité, ou même, on ne sait pas, hein, peut-être que le comportement des requins est en train d'évoluer face au fait que nous, on est en train de vider les océans, qu'on les a pollués, il y a beaucoup de choses qu'on a fait à l'océan qui auraient pu faire évoluer le comportement des requins, et surtout aussi quelque chose d'autre que moi j'ai constaté, et je pense que le fait de faire du tourisme ou du tourisme de la plongée où on essaye d'attirer les requins en les nourrissant, peut-être qu'on envoie le message aux requins que nous, on n'est pas un danger pour eux, mais que aussi on vient avec de la nourriture pour eux. Donc, sachant qu'ils ont plus de difficultés à en trouver ailleurs parce qu'on est en train de tout pêcher et que quand on est sous l'eau, on est en train de leur tendre de la nourriture, peut-être qu'au bout d'un moment, ils associent l'humain avec de la nourriture et que quand ils voient un humain, ils vont s'en rapprocher pour essayer de manger. Malheureusement, il n'y a rien et au bout d'un moment, ils se disent, ils se sentent un peu arnaqués, donc forcément... Au bout d'un moment, peut-être qu'ils finissent par attaquer les humains.
Un petit poisson ballon. Enfin, je dis petit, il est quand même vachement massif avec sa petite bouille. Et il pose pour la caméra. Et lui, il avait effectivement des pics. Donc oui, peut-être que les requins s'habituent à nous. Et peut-être que le fait qu'on pollue leurs océans et qu'il n'y a plus spécialement de nourriture, peut-être que ça va les pousser à attaquer un peu plus. Hein. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, on est à quoi? Quelques 10 attaques mortelles ou blessures graves sur les hommes par an. Je sais que tout le monde le dit et le dira encore et toujours, mais effectivement, il faut savoir que par an, il y a plus de personnes tuées par une vache, tout simplement, ou même tuées par des noix de coco. Alors là, on était à 16 mètres de fond, je crois. Donc voilà, par les noix de coco, pourquoi? Eh bien écoutez, vous allez sur la plage, vous vous installez sous un petit cocotier à l'ombre sympa, hein. Vous prenez la noix de coco qui était à côté de vous, vous l'ouvrez, vous la mangez, c'est super. Ce que vous aviez oublié, c'est qu'en dormant à l'ombre du cocotier, eh ben, la noix de coco qui était au-dessus de vous et qui avait décidé de tomber à ce moment-là, elle tombe de quand même assez haut. Et si elle vous tombe sur la tête, eh ben malheureusement, les vacances, c'est fini pour vous. Et puis un peu tout, en fait, c'est fini pour vous, la vie, tout ça. Et donc, du coup, il y a plus de morts tuées par des noix de coco et des vaches que par des requins. Les chances de se faire attaquer par un requin sont quand même, normalement, pas très élevées. Même si en ce moment, comme je disais, à La Réunion, on entend parler de pas mal d'attaques. Enfin, le truc, c'est qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, mais elles sont assez régulières. Donc maintenant, ils prennent plus de risques. Ils ont juste interdit une murène. Une murène tachetée, une murène léopard, je pense, hein, tout simplement. Et elle essaye pas de nous menacer, elle est juste en train de respirer, bien entendu. C'est pour ça qu'elle ouvre la bouche comme ça. Donc oui, à La Réunion, c'est un peu la régularité des attaques. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement interdire la pratique du surf et interdire les plages. Hein, en attendant de savoir vraiment ce qui cause ces attaques et comment on pourrait les prévenir, en fait. Alors là, tout simplement, il vient de me dire qu'on allait refaire un petit tour de l'épave. Et peut-être s'aventurer en fait, pas à l'intérieur, mais s'aventurer donc au centre de cette épave qui forme une espèce de U maintenant. Alors on s'aventure pas spécialement à l'intérieur, surtout quand on est peu nombreux comme ça, parce que vous avez quand même votre équipement sur le dos, vous pouvez vous accrocher un peu partout, et c'est comme ça que des accidents de plongée peuvent arriver. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est que sous l'eau, quand vous êtes en train de plonger, tout paraît 1,2 fois plus gros. Donc les choses paraissent plus proches, plus grosses. Et donc de temps en temps, c'est assez difficile d'estimer les distances en fait. Par exemple, vous pensez passer largement sous une pierre et votre bouteille va racler la pierre qui était juste au-dessus de vous alors que vous n'y attendiez pas. Ça peut être surprenant, il y a des gens que ça fait paniquer. Vous pouvez aussi vous prendre un de vos câbles tout simplement dans quelque chose, un corail, peu importe. Et aussi l'autre risque, c'est qu'avec vos palmes, quand vous passez dans des environnements étroits, on voit une autre rascasse au fond, quand vous passez dans des environnements étroits, tout simplement, ce qui peut arriver, c'est que vos palmes percutent du corail et les cassent, ce qui aussi est relativement dommage. Là encore, comme d'habitude, si vous pensez que je dis des bêtises sur quelque chose, vous pouvez me rattraper. Hein. Moi, personnellement, je plonge depuis que j'ai l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas. J'avais fait 2 ans de plongée intensive. Maintenant, je plonge quand j'en ai l'occasion en vacances ou ce genre de choses. Mais j'ai pas la science infuse. Hein. Je suis niveau 2 français de plongée. Il y a les niveaux français, il y a des niveaux internationaux comme PADI. Donc je suis que niveau 2. Hein. Je suis pas ce qu'on appelle dive master ou maître, on pourrait traduire par maître de plongée, mais je suis pas guide de palanquée, guide de groupe de plongée. Et j'ai pas la science infuse sur toutes les technologies qu'il y a en plongée, toutes les techniques de plongée tout simplement, et encore moins les espèces de poissons. Je sais reconnaître un beau poisson quand j'en vois un, mais alors de là à donner son nom, malheureusement, c'est pas trop ça. Et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de découvrir en Thaïlande, justement, parce qu'on a le club avec qui on plongeait, justement, dont était issu ce guide, faisait les choses bien. Toujours à 16 mètres, il nous reste à peu près, à cette profondeur-là, il nous dit qu'on peut rester facilement 17 minutes supplémentaires. Donc voilà, ce club-là faisait les choses bien, donc dans l'ensemble, c'est vraiment sympa, et puis, une de leurs... Un de leurs choix, c'était que, par exemple, quand vous passiez un niveau, parce que justement, une des personnes de Neta, donc qui était avec moi à cet endroit-là,
a passé son deuxième niveau PADI et elle a eu l'occasion de découvrir justement tout ce qui est reconnaissance des espèces. Et donc, j'ai pu en profiter aussi, voir effectivement comment on répertoriait les poissons, comment on les classait. Et ça, c'était vachement intéressant. Donc oui, dans ces Squidéo, en fait, lors de ce voyage, nous étions deux. Donc, l'illustratrice qui a du coup un background en jeux vidéo et qui maintenant fait du design, entre autres, et moi-même, qui avait décidé de m'improviser caméraman pour l'occasion. Et on verra effectivement ou pas les progrès que j'ai pu faire au fur et à mesure de nos plongées. Parce que là, on en était à ma 3e plongée, je pense. 3e plongée en Thaïlande, oui. Et je peux vous dire aussi une autre chose, c'est que quand vous avez pris l'habitude de plonger et que vous avez l'habitude d'entendre le son des fonds marins, c'est quelque chose qui vous manque par la suite. C'est quelque chose qui vous manque énormément. Et donc moi, j'étais tellement heureux de retourner sous l'eau. Tellement heureux de pouvoir reprofiter de cette ambiance, entendre tous ces sons. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, ce que vous pouvez voir là, c'est que voilà. Là, il me dit qu'on va mettre fin à la plongée et s'arrêter, qu'on ira s'arrêter à 5 mètres justement pour au moins 5 minutes. Généralement, nous, on s'arrêtait 3 minutes à 3 mètres. Il y en a qui font 5 minutes à 3 mètres ou 3 minutes à 5 mètres, ça dépend. C'est ce qu'on appelle le palier de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement besoin de prendre du temps pour remonter, mais que dans tous les cas, on ne sait jamais. Autant éliminer l'azote qu'on a dans le sang et ne pas prendre de risques pour sortir de l'eau en pleine forme. Et on est toujours accompagné par ces poissons, ce qui est génial, parce que d'habitude, la remontée, c'est le moment le plus ennuyeux, en fait. Mais là, on avait ces poissons qui nous accompagnaient pour se donner en spectacle. Donc voilà, c'est la remontée au fur et à mesure. Donc ne vous étonnez pas, on va passer un peu de temps sous l'eau avant de vraiment regagner la surface. Donc voilà, ça fait quand même une belle petite plongée. Ça fait une plongée d'à peu près, si je ne me trompe pas, à peu près 50 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Parce que des fois, ça peut aller beaucoup plus vite et surtout en fonction de la profondeur. Comme je le disais, si vous avez passé du temps très profond, vous allez devoir remonter très vite. Et la remontée, qui est quand même la chose la moins sympa de la plongée, va prendre un temps fou. Et comme vous pouvez le voir, on est en train de regagner la surface progressivement, tout doucement, comme je le disais encore une fois, pour éliminer l'azote. Et puis surtout, c'est le moment où vous voulez purifier, en fait, purifier vos poumons ou vos veines de tout ce que vous avez pu respirer, donc comme azote ou autre gaz. Donc c'est le moment d'y aller tranquille, c'est le moment de respirer lentement. C'est pas le moment de faire les fous, il y en a qui font les fous au moment de la remontée, qui font un peu n'importe quoi, mais c'est vraiment pas le moment pour que votre corps puisse récupérer. Et surtout, il faut éviter de faire tout ce qui est ensuite plongé en apnée par la suite. Parce que votre corps doit quand même reprendre son cours normal. Pas très farouche celui-là, hein. Il aime bien rester aux alentours. Il aime bien poser pour la caméra. Peut-être qu'il savait que ce serait sur YouTube et il s'est dit c'est le moment de percer. On sait jamais, il y en a marre de voir des chats sur YouTube. Alors maintenant, voilà, je vais tenter la célébrité sur YouTube. Moi, le poisson. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez le baptiser dans les commentaires, hein. Le premier qui lui trouvera un nom, sera le premier à avoir le droit de le baptiser. On voit qu'à force de rester sous l'eau, le tressage de la corde c'est un peu dégradé. Donc il y a une des plus petites cordes qui forment la grosse qui est en train de partir. On dirait un peu une algue torsadée comme ça qui remonte vers la surface. Mais ce n'en était pas une, c'était juste la corde. Et toujours ces petits poissons curieux. Donc voilà, on est en train de remonter à la surface. Normalement, on va pas tarder à refaire surface.
Et voilà qui mettra fin à cette première Squidéo. Je vous proposerai aussi la Squidéo sans commentaire, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou si c'est quelque chose qui peut intéresser ceux qui ne regarderont pas celle-ci avec les commentaires, mais aussi si ça peut intéresser les gens qui veulent juste se replonger dans l'ambiance, revoir des images de l'océan, des poissons, pendant qu'ils font autre chose. Ce sera un peu le concept aussi, donc il y aura vraiment 2 formats, rien que pour ces Squidéo-là, 3 quand on aura mis en place le reste. Voilà, là c'est un peu plus houleux parce qu'on est en train de regagner la surface, donc je suis moins en train de me concentrer sur ce que je filme et sur comment je tiens ma caméra. Allez, dans tous les cas, moi je vais arrêter mes commentaires ici, on est en train de regagner la surface, donc pas la peine de commenter plus, et je vais laisser la vidéo tourner pour vous. Mais moi, dans un premier temps, je vous remercie d'avoir regardé cette Squidéo, je vous dis à la prochaine sur l'une de nos chaînes. Dans tous les cas, n'oubliez pas, merci à vous et surtout, restez frais.